c'est que vous vivez ça ou vous aussi on vous raconte comme on nous raconte nous ici de ce qui se passe là-bas parce que Béni c'est vaste, c'est pas que voilà les gens sont tués dans des villages avoisinants et est-ce que vous personnellement vous avez une expérience que vous avez vécue dans Béni où des gens que vous connaissez ont été tués? Oui, exact. J'ai plusieurs amis qui sont morts et j'ai plusieurs amis qui ont perdu leurs proches dans cette situation. Mais aussi, j'ai plusieurs familiers qui ont dû fuir et pour se protéger contre les violences. Alors, je vais donner l'exemple du couple que vous êtes en train de montrer, le couple de papa Maliro et de maman de Rose. Ce sont les parents de mon ami Pangras. Pangras, c'est un ami avec qui j'ai étudié à l'école secondaire, mais aussi à l'université, avec qui nous avons participé dans une association caritative pour aider les enfants orphelins. C'était pratiquement comme mes frères, mais ses parents qui vivaient en ville de Béni, ils sont allés au champ à Alungupa, qui est un village du territoire de Béni, et tous, ils ont été assassinés le même jour, c'était le 17 juin 2020. Donc, ça, c'est quand même un exemple frappant où quelqu'un, en grâce qui est un ami, il perd ses deux parents le même jour. Ça aurait pu être, et ça, c'est juste Pangras, mais il y a autant de Pangras qu'il y a autant de jours où on apprend qu'il y a des tueries qui se passent. Et ça, c'est juste un exemple. Ma grand-mère, par exemple, elle habitait à Mamové. Beaucoup de tueries, c'est par la grâce de Dieu qu'elle a pu trouver par offrir et maintenant elle s'est déplacée jusqu'à Butembo. Ça veut dire, et là elle vit, ça veut dire déplacer, il faut la trouver un lieu où dormir, il faut la trouver de quoi manger, elle n'a plus ses activités champêtres, c'est tout ça. Donc, à Béni, tout le monde, en tout cas tout le monde est affecté d'une manière ou d'une autre par ces tueries parce qu'il sait, il a perdu un proche ou il a perdu des proches de proches ou alors ses activités économiques ont été perturbées par l'insécurité, ou en tout cas, il est traumatisé psychologiquement par le fait de voir toujours les gens mourir, de compter toujours des morts. Écoutez, merci hein, d'avoir partagé avec nous cette expérience. Désolé pour mes questions quelquefois nonsense, comme on dit en anglais, mais voilà, c'est des questions qui sont sorties comme ça, des fois à emporter. On va essayer d'entendre la réaction de Brock Isaac. Vous êtes membre de la Lucha aussi, vous êtes en direct de Bruxelles avec nous. Et d'abord, votre réaction par rapport à ces témoins, je sais que vous en connaissez plein. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire après avoir entendu ces témoignages en direct de Stewart? C'est un témoignage qui touche. Et je pense qu'il d'entrée de jeu, il semble qu'il ne faille pas perdre de vue que ces horaires qui sont vécus à répétition en territoire de Béni ou en ville de Béni ont atteint une proportion inégalable, à tel point que les messages de condoléances ou les déclarations ne suffisent plus. Cette situation requiert une solution holistique, une solution efficace pour arrêter ces massacres. Et je dirais, face à ce qui se passe à Béni, d'aucuns hésiteraient de dire qu'il y a faillite de l'État. Il y a faillite de l'État parce qu'effectivement, l'intégrité territoriale est entamée. La région de Béni, ça fait maintenant plus de 6 ans. Et plus de 6 ans, on compte des morts en centaines, en milliers. Et il n'y a aucune réaction, il n'y a aucune enquête crédible et une enquête qui soit exhaustive pour essayer d'établir les faits et les responsabilités des tueurs ou déjà qui kidnappent déjà ou déjà qui massacrent déjà qui font des mutilations à Béni. Et je pense que l'État congolais devrait se remettre en question parce que nous sommes en face d'une faillite notoire de l'État. L'appareil sécuritaire ne fonctionne plus, l'appareil judiciaire non plus, l'appareil militaire est inefficace face à l'ennemi qui attaque la population civile. Du coup, on s'interroge même du sens même de la République face à ce qui se passe à Béni. Alors moi, je pense que pour résoudre cette question, il faut une solution multidimensionnelle qui tient compte des aspects juridiques, des aspects politiques, des aspects diplomatiques, des aspects judiciaires et des aspects sécuritaires. Par là, des aspects
euh, judiciaire, je pense que c'est une nécessité et urgence qui est une enquête crédible et exhaustive, diligentée, soit par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, sur base de l'article 58 de sa charte, soit par le Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies, soit par le bureau du procureur de la CPI, ou soit conjointement par les trois institutions évoquées. Alors, cette enquête devra normalement avoir pour objectif d'établir les faits et les responsabilités et aboutir à des jugements qui ne soient pas contestables, à des jugements qui soient réparateurs de ces préjudices que cette population est en train de subir. Mais quand je vous entends parler, d'accord, c'est tout ce que tout le monde a toujours dit depuis longtemps, mais apparemment ça ne marche pas. Et quand on a entendu notre ami Stewart tout à l'heure qui parle du fait qu'il y a des forces étrangères, il y a des multinationales qui sont impliquées dans tout ça, est-ce que ce n'est pas prêcher dans le désert, continuer à leur dire à ces gens-là que voilà, venez nous ramener la paix, alors qu'il y a dans cette partie du pays, c'est même la capitale des ONG qui voit des choses comment elles se passent. En fait, on est fatigué, quoi. Enfin, vous n'avez pas cette impression-là? C'est une impression qui, effectivement, il ne pourrait s'inscrire en faux à cette hypothèse-là qui semble être une réalité. Et moi, je dirais, par rapport à cela, je pense que on doit trouver une réponse qui incarne une dimension nationale et une dimension régionale, voire une dimension internationale. Parce que c'est là même l'objectif des Nations Unies, maintenir la paix et la sécurité internationale. Alors, si nous avons des forces onusiennes à Beni, y compris à Beni, mais qui n'arrivent pas à rétablir la paix et la sécurité dans cette région-là, je pense maintenant là qu'il faut recourir aussi à une solution régionale. La RDC est membre de la SADC, et si la SADC pourrait peut-être venir épauler les forces onusiennes par les mécanismes d'instauration d'une force régionale qui va prendre qui va prendre des militaires dans des pays africains et quelques militaires congolais et relever les forces onusiennes et les forces de la République démocratique du Congo qui sont à Beni, parce que parmi ces forces-là, il y a aussi des forces issues des mixages, vous imaginez. Alors, mais quand on parle des forces armées, je ne sais pas si notre ami Stewart va nous dire, il y a un phénomène très intéressant dont on parle beaucoup à Beni, c'est l'enrichissement. Sylvie Maunga, on va revenir à vous tout à l'heure. C'est l'enrichissement de certains membres du gouvernement qui sont notamment de l'armée. Quelqu'un m'a parlé de ça, je pense qu'on en a discuté aussi. Comment ils arrivent à s'enrichir, ceux-là? C'est toute la question qu'on se pose. C'est toute la question qu'on se pose. Et quelqu'un m'a même dit, je pense que c'était Sylvie, si vous êtes militaire ou et qu'on vous envoie, je pense que c'était vous Sylvie, et qu'on vous envoie à Beni ou on vous affecte à Beni, vous êtes content parce que vous allez devenir riche. Ben, sur la tête des gens qui meurent chaque jour. Je vais revenir à vous tout à l'heure, Stewart. Sylvie Maunga, vous êtes aussi de la Lucha, vous êtes à Washington, D.C., et on en parlait tout à l'heure, vous au moins de la Lucha, vous faites quelque chose. Et ça fait plaisir de voir que ce sont des jeunes. D'ailleurs, vous savez quoi? J'en parlais tout à l'heure avec mes enfants au petit déjeuner. Les plus grandes personnes, enfin, les gens qui ont révolutionné ce monde en général, que ce soit chez nous au Congo, regardez, ou ailleurs, n'avaient pas mon âge. Ils n'avaient pas plus de 40 ans. Ils n'avaient pas plus de 35 ans. Donc c'était moins de 35 ans. Et quand vous pouvez partir ici aux États-Unis, Martin Luther King, aller au Congo, Lumumba, ou citer Mobutu, qui vous voulez, ben Joseph Kabila, d'une certaine façon, c'est des jeunes. Et ce qui est encourageant, c'est de voir qu'il y a des jeunes qui s'engagent. Mais malgré ça, on voit qu'il y a des arrestations dont vous faites l'objet. Sylvie Maunga, j'aimerais beaucoup entendre ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce qui est fait par la Lucha, justement pour dénoncer et faire changer les choses par rapport à ce qui se passe chez nous en RDC. Oh,
Je l'entends pas, Sylvie. On vous entend pas. Qu'est-ce qui se passe? Oui, on peut vous entendre. Allez-y. Quand on parle de Beni, en tout cas, on sait par où on peut commencer par le fait que la situation de Beni est devenue vraiment une situation très préoccupante. Mais quand nous voyons comment est-ce on balance la portion et la dimension de l'intervention comparée au degré de problème qu'il y a à Beni, vraiment on se pose la question, est-ce que les gens ont encore la conscience que les morts sont en train de se